Comme tous les matins, je me réveillais. Je regardais mon lit, et chaque matin, je pouvais apercevoir que tu n'étais pas là. Ma jeune chienne, noire. Je pouvais apercevoir que tu n'étais pas là. Je ne sentais pas ton poids sur mes jambes, je ne sentais pas ton poids sur mes pieds. Je n'avais pas la difficulté de bouger mes jambes, mais je pouvais me lever, me tenir sur mes bras, et regarder que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, Kenna, ma jeune chienne. Ma jeune chienne qui a toujours été à côté de moi. Un chien noir. Tu as toujours été là, toujours été présent pour moi, le matin comme la nuit. Et ce matin-là, quand je me suis levé, quand je me suis réveillé, je n'avais ni la difficulté de bouger mes jambes, ni la difficulté de bouger mes pieds. Je n'avais pas de fourmis dans les jambes, ni de fourmis dans les pieds. Je n'avais pas mal au tibia, parce que tu n'étais pas là, parce que tu n'étais pas couché au bord de mon lit. Tu n'étais pas couché au bord de mon lit tout au fond. Tu n'étais pas sur mes jambes. Tu n'avais pas ta queue qui était enroulée autour de ton visage, ton museau qui était couché sur la couverture. Tu n'avais pas tes pattes avant qui étaient sur la couverture, ni tes pattes arrière qui étaient sur la couverture. Tu étais là comme ça. Tu étais là comme ça, en tout cas je t'imaginais. Mais tous les jours tu étais là. Avant. Avant, tous les jours tu étais là avec tes pattes arrière. Tes pattes arrière que je pouvais voir juste en dessous de ta queue qui passait autour de toi, et de tes pattes avant, qui étaient juste en dessous de ton museau, que je pouvais apercevoir. Juste le bout de tes pattes que je pouvais apercevoir, juste en dessous de ton museau. Je pouvais les voir, et je te voyais en train de dormir. De temps en temps, le matin, quand je bougeais, que je commençais à bouger les jambes et les pieds, que je me levais pour pouvoir voir ton museau et tes oreilles, que je me bougeais pour pouvoir te voir couché tout au fond. Tu levais les oreilles et tu me regardais. Tu levais le museau et tu te tournais vers moi. Mais ce matin-là, la seule chose que j'ai vue, c'est la couverture et la forme de mes pieds. La forme de mes pieds sous la couverture. J'ai seulement senti le poids de la couverture qui était si léger que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien. Je me suis habillé nerveusement, mettant un jeans de couleur claire. Quand j'ai mis un jeans de couleur claire, bleu clair, quand j'ai mis un jeans bleu clair, un peu délavé, un peu sali par la terre, je l'avais vite pris, que j'avais plié sur une chaise, que j'avais posé sur une chaise le soir même. Je l'avais vite pris ce matin-là, et je l'ai mis. J'ai mis une ceinture que j'ai pris dans mon armoire. Ensuite, un vieux t-shirt blanc. Un vieux t-shirt blanc qui me paraissait sans intérêt, que j'ai pris. Il était lui aussi couvert de terre et de taches. Je l'ai mis et j'ai pris un sweat noir. J'ai pris un sweat noir, hésitant entre le sweat noir et le sweat rouge. J'ai alors pris le sweat rouge. Je l'ai mis, j'ai passé la capuche au-dessus de mes cheveux. Ensuite, j'ai pris ma veste. J'ai pris ma veste. J'ai pris ma veste avec les carreaux noirs et avec les carreaux rouges. Je l'ai mise. C'était une veste. C'était une veste et un pull à l'intérieur. Elle me tenait chaud. Je l'ai alors mise et passé mon capuchon gris, le capuchon de la veste, sur mes cheveux. Laissant dépasser ma mèche sur le côté de mon visage, je suis parti. Je suis allé m'asseoir sur le rebord de la jetée. Je me suis assis sur le rebord de la jetée, en levant ma main. En levant ma main, quand je l'ai posée par terre à côté de moi, j'avais l'impression, en tout cas j'avais envie que tu sois là à côté de moi. J'avais envie que tu lèves les oreilles bien haut en regardant le fond du lac, comme tu le faisais toujours. J'avais envie d'entendre le bruit de ta gueule ouverte et de ta langue qui pendait. Ce bruit que tu faisais avec ta langue quand tu étais en train de respirer par la bouche. J'avais envie de sentir ton pelage J'avais envie de sentir ton pelage et le vent qui passait à travers ton pelage, que je pouvais sentir sans même le toucher, juste le sentir à côté de moi, juste te sentir toi à côté de moi. Ensuite, Nelly est arrivé. Il s'est assis à côté de moi,
Quand Nelly m'a regardé, il m'a dit: Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? J'ai alors retiré mon capuchon. J'ai dégagé ma mèche sur le côté et je lui ai dit: Si, tout va bien. Il s'est assis contre moi, a posé son épaule contre la mienne, a posé sa tête contre la mienne, et a alors pris ma mèche que j'avais dégagée vers l'arrière. Il m'a regardé en la remettant devant mon visage, et il m'a dit: Écoute, je sais quand tu mens. Cette fois-ci, c'est lui qui a dégagé la mèche de mon visage. Et il m'a regardé, m'a embrassé, et a dit: Je sais quand tu mens. Qu'est-ce qui va pas? Il m'a regardé droit dans les yeux, et m'a demandé: Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai regardé à côté de lui, à côté de moi. J'ai regardé l'eau. J'ai regardé mes baskets que j'avais retirées. Des baskets rouges. Des baskets avec le signe Nike qui était rouge. J'ai regardé mes Nike Air avec le signe Nike qui était rouge, avec le cuir rouge et avec le cuir blanc, avec la semelle brune et avec les lacets noirs. Je les ai regardés derrière, posés sur le côté. Ensuite, j'ai regardé Nelly et ses chaussures noires qu'il avait posées sur le côté. Quand je l'ai regardé, il m'a dit: Alors, qu'est-ce qui va pas? Je me suis tourné vers la maison, je me suis levé, j'ai croisé les bras, et je lui ai dit que je ne voulais pas lui en parler, de peur que ce soit trop redondant pour lui, de peur que pour lui ce soit répétitif. Je me suis assis par terre contre un arbre, et j'ai dit: Non, je veux pas t'en parler. Tu vas encore penser que je pense qu'à ça. Il s'est assis à côté de moi et a dit: Vas-y, dis toujours, dis-le. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Je pense encore à mon chien. Elle me manque. J'ai envie qu'elle soit là. J'ai envie qu'elle soit là avec nous. Kenna. J'ai envie que Kenna soit là. Et il m'a regardé et il a dit: Mais tu sais très bien, on est venu ici pour que tu fasses ton deuil. Tu ne peux plus la voir. Kenna est morte. J'ai levé les yeux. Je lui ai dit: Oui, c'est vrai. Et en levant les yeux, j'ai finalement regardé l'horizon. À l'horizon, il y avait le chalet. Derrière le chalet, la lumière du soleil qui se couchait à l'est et se levait à l'ouest. Mais là, il y avait toute la lumière du soleil qui éclairait le chalet. On aurait dit une cabane. On aurait dit une énorme cabane, mais c'était un chalet. Une énorme cabane, tout au fond de la forêt. Et je pouvais apercevoir la lumière du soleil qui dessinait la silhouette de cette énorme cabane, de ce chalet, qui passait à certains endroits au travers des vitres, qui éclairait certaines pièces alors que les pièces étaient déjà éclairées par des lampes, qui éclairait certains rideaux transparents. Au moment où j'ai vu ça, au moment où j'ai vu ce chalet éclairé par le soleil, je me suis levé et j'ai commencé à marcher seul. Nelly m'a suivi, a regardé la jetée pendant un instant, et on est arrivé dans le salon. Il m'a regardé et a dit: Pourquoi tu voudrais que Kenna soit là? Qu'est-ce que tu voudrais encore faire avec elle? Je pense qu'elle a compris que tu l'aimais beaucoup. Je pense que tu lui as montré ton amour comme tu le pouvais, jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu voudrais encore faire avec elle? Assis sur le fauteuil, je lui ai dit: Je sais pas, me balader, me promener, chasser avec elle, soigner les animaux avec elle, partir en repérage avec elle. Je sais pas, tout. Abréger les souffrances des animaux qui ne peuvent plus vivre, que je croise dans la forêt. Tout ça, toutes ces choses que je fais pour faire mon deuil de Kenna, je voudrais les faire avec elle. Tu t'es mis à côté de moi et tu as dit: Imaginons 5 minutes que Kenna soit avec toi. Est-ce que tu penses qu'elle comprendrait pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Pourquoi est-ce que tu abrèges les souffrances de certains animaux? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça et que tu chasses et que tu vas dans la forêt la nuit? Ensuite que tu reviens couvert de terre. Tu penses qu'elle comprendrait avec le maître qu'elle a eu? Avec le maître qu'elle a eu en ville? Tu te souviens de ton ancien toi, celui qui ne chassait pas, celui qui n'abrégeait pas les souffrances? Tu étais juste un jeune parmi tant d'autres qui allait au lycée, et qui quand il revenait, voyait son chien, rentrait chez lui,
se mettait dans sa chambre avec elle et regardait alors soit des choses, des vidéos sur sa tablette, ou alors des selfies de elle et toi, ou des selfies de toi, elle et moi, ou alors tu faisais tes devoirs, tu révisais tranquillement dans ton coin sur ton lit, et elle était avec toi, elle posait toujours sa gueule sur sa jambe pendant que toi tu révisais. Elle t'apportait un stylo ou un crayon ou poussait la trousse que tu avais posée sur ton lit un peu plus vers toi. Elle révisait avec toi, elle était là à chaque moment. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle ne comprendrait pas le nouveau toi d'aujourd'hui, celui qui a épargné son existence, celui qui a effacé son existence? Ne penses-tu pas qu'elle ne la comprendrait pas? Le soir venu, je me suis couché. Exténué, je me suis couché dans le lit. Je me suis tourné vers toi, Nelly. Je me suis tourné vers toi, Nelly, et j'ai dit, je pense que tu as raison. Elle ne comprendrait pas qui je suis aujourd'hui. Par contre, je pourrais redevenir l'ancien moi. Nelly m'a regardé et a dit, tu sais quoi, même si Kenna ne comprendrait pas qui tu es aujourd'hui, je préfère le nouveau toi. Celui qui a réussi à passer au-dessus, mon petit guerrier, celui qui a réussi à passer au-dessus d'un deuil énorme. Perdre un chien, ce n'est pas rien. Je t'ai regardé et j'ai dit, comment ça, mon petit guerrier? Je n'ai jamais rien combattu de ma vie, pas un seul combat, je n'ai jamais combattu personne au lycée, je n'ai jamais participé à une seule bagarre. Comment ça, mon petit guerrier? Nelly m'a regardé en souriant et a dit que c'était l'étymologie de mon nom. Ça voulait dire petit guerrier. Il a trouvé ça mignon, et dorénavant il m'appelait comme ça, mon petit guerrier. J'ai alors souri, j'ai fermé les yeux et je me suis endormi contre lui. Cette nuit-là, le lendemain matin, j'ai ouvert la porte. Je me suis assis sur les marches, et je n'attendais pas Kenna. Je n'attendais pas qu'elle arrive, ou je ne voulais pas qu'elle soit à côté de moi. J'ai juste regardé l'horizon. Ensuite, je suis parti. J'ai pris le 4x4 et ensuite, arrivé à la rivière, arrivé à la rivière, j'ai commencé à prendre des branches de bois que je taillais, au bout avec une machette. Au bout, je les taillais avec une machette, et de l'autre côté, au bout de la branche de bois que j'avais cassée avec la machette, que j'avais taillée avec la machette, jusqu'à la faire tomber en face de moi, je les prenais et j'en faisais une lance. J'en faisais une lance que je lançais très loin, au-dessus, au-dessus de la rivière. Et j'allais la récupérer de l'autre côté. Je marchais, je récupérais ma lance, j'en fabriquais une autre, je la récupérais. Et ça faisait des armes. Ça faisait des armes pour chasser. Je me suis dit un moment assis au bord de la rivière, je me suis dit, c'est vrai que la lance, c'est une arme très ancienne, mais très utile, très efficace. J'ai regardé alors toutes celles que j'avais fabriquées, les pointes qui étaient chaque fois différentes et un peu tordues, mais pour autant très pointues. J'ai regardé alors toutes les lances, je les ai posées. Je les ai posées par terre, ensuite je les ai pris une à une en main, je les ai portées et rapportées à la maison. Je m'en étais servi simplement pour, je m'en étais servi simplement pour m'amuser de les faire passer pour m'amuser de les faire passer au-dessus d'une grande cascade qu'il y avait tout autour d'un cours d'eau. Il y avait un cours d'eau qui passait en plein milieu de la forêt, et tout autour de ce cours d'eau, il y avait des cascades. C'était un cours d'eau qui n'avait pas de bord. C'était un cours d'eau qui n'avait pas réellement de bord, juste des cascades qui, juste des cascades qui provenaient de la forêt, qui provenaient du sol de la forêt, et s'écoulaient alors de l'eau, entre les racines des arbres, et s'écoulaient alors de l'eau, sous le sol de la forêt, sous la terre qui était encore, la terre qui était encore sèche, s'écoulait de l'eau à partir de là. J'ai récupéré mes lances et le soir je suis arrivé, j'étais déposé par terre. Nelly m'a demandé ce que c'était, et je lui ai dit qu'à partir de maintenant je fabriquais mes armes, mes machettes, dans du bois, du vrai bois. Je lui ai dit que c'était beaucoup plus utile, mais Nelly m'a fait une réflexion qui m'a fait changer d'avis. Et il m'a dit, mais le bois ça casse, ça s'use, ça pourrit. Je l'ai regardé. Finalement, j'ai laissé tout mon matériel que j'avais fabriqué là, et j'ai dit, ouais t'as raison, c'est plus utile de prendre du métal.
J'ai commencé dans un atelier à sortir plein de morceaux de métaux, plein de morceaux de métal, plein de métaux que j'avais trouvés à l'arrière du chalet. Je les ai sortis à l'intérieur du garage et j'ai commencé à travailler le métal. J'ai commencé à poncer, à lisser. J'ai commencé à polir les lames. J'ai commencé à polir des morceaux de métal que j'avais trouvés, des métaux que j'avais trouvés. J'ai commencé à les lisser, à les poncer, à la ponceuse, à les disquer à la disqueuse. J'ai commencé à les couper, à les arracher. De temps en temps, je me coupais et ça faisait mal. Mais je créais des couteaux, je créais des lames, je créais des machettes. Et ensuite, avec du bois que j'allais vernir dans le garage, je créais un manche en prenant comme exemple le poing de ma main. En prenant comme exemple le poing de ma main, je créais un manche que ensuite je vernissais. Je le mettais au vernissage et je le vernissais sur une table. Je le peignais en noir pour que ce soit plus beau. Je le mettais au vernissage et je le pendais, je l'accrochais à une corde. Le lendemain, je revenais, et avec une corde, avec de la colle et avec d'autres matériaux qui m'étaient très utiles, je collais la lame en métal que j'avais fait. Le lendemain, j'avais une machette que j'avais fabriquée moi-même. J'ai alors apporté tous les outils que j'avais fabriqués et je suis parti dans la forêt. Il y avait une biche blessée à la patte. Elle s'était encastrée dans une racine. Elle s'était encastrée dans une racine qui était sortie. Dedans, dans cette racine, il y avait un morceau de verre. Dans cette racine, il y avait un morceau de verre, un long morceau de verre. Peut-être une vitre brisée. Qui sait, je ne sais pas. Mais ce long morceau de verre, je l'ai regardé. Il faisait au moins la taille de la racine. Il était là sur le côté, encastré lui-même dans un mur en briques qui était sur le point de céder. La jeune biche était à côté. Je ne pouvais pas la dégager sinon le mur allait tomber sur elle, mais il fallait que j'abrège les souffrances. Je lui ai alors tordu la nuque et je suis resté là contre ce mur, pas trop appuyé pour ne pas qu'il s'effondre sur moi, mais je suis resté là, contre ce mur, attendant qu'elle s'éteigne. Je lui avais tordu la nuque et j'ai attendu alors 1 minute que son dernier souffle s'en aille, que son dernier souffle s'en aille de sa gueule. Je l'ai regardé et pour la garder avec moi, je l'ai photographié. J'ai photographié son cadavre. En revenant avec ma machette en main que j'avais fabriquée moi-même, ça me paraissait un peu macabre de photographier un cadavre, mais je venais d'abréger ses souffrances. Je venais de l'envoyer quelque part au paradis. Donc ça me paraissait moins macabre. Le soir, ça me paraissait tout de suite moins macabre quand j'ai pensé à ça. Je venais d'abréger ses souffrances. Quand on abrège les souffrances de quelqu'un, on lui rend toujours service, que ce soit un animal ou une personne. Là, j'ai alors regardé les photos de cette biche et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle ferait si elle était encore en vie maintenant? Nelly m'a demandé qu'est-ce que c'était. Je lui ai dit que c'était une jeune biche dont j'avais abrégé les souffrances en lui tordant la nuque. Nelly est arrivée à côté de moi et m'a demandé, ça t'a fait quoi? Je lui ai demandé, comment ça t'a fait quoi? Il me caressait, il me caressait le cou, la nuque et les épaules. Et il s'est rapproché de moi et me disait, ça t'a fait quoi de briser la nuque de cette biche? Qu'est-ce que ça t'a fait de devoir faire du mal, alors que tu viens ici pour faire ton deuil? Je l'ai regardé et je lui ai dit, rien. Je me suis tourné vers lui. Je l'ai regardé dans les yeux. Je l'ai embrassé, et en l'embrassant et en me retirant peu de son visage, près de lui, je lui ai dit, tu sais, de temps en temps pour faire le bien, il faut qu'on... De temps en temps pour faire le bien, il faut se confronter aux règles sordides de la nature. Quand il, quand il m'a quand il m'a entendu dire ça, il m'a regardé, et il m'a dit comment ça les règles sordides de la nature. Je me suis couché un petit peu contre lui, j'ai mis ma tête contre lui, je l'ai regardé en levant les yeux. Je l'ai embrassé encore une fois, et je lui ai dit, tu sais, la nature est sordide et funeste. La nature, la nature est une mère, c'est mère nature. Elle est sordide, funeste, elle est pleine de terreur et plein de... Elle est pleine de terreur et plein d'angoisse.
Elle est pleine de mauvaises choses autant que de bonnes choses. Parfois parfois il faut s'y confronter, aux funestes règles de la nature. Quand il m'a entendu dire ça, j'ai vu que son visage changeait, comme si j'avais changé moi aussi. Mais finalement, le soir même, je me suis endormi dans le fauteuil. Le lendemain matin, la porte était ouverte. Il réfléchissait, debout. Il réfléchissait debout, les bras croisés, au bord de la rivière. Et je suis arrivé à côté de lui, je lui ai dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a demandé « Tu pensais vraiment ce que tu disais hier ?» Je lui ai dit « Oui, bien sûr. » J'ai plongé, j'ai plongé la tête la première dans l'eau, dans le lac. J'ai commencé à nager jusque tout au fond. Je lui ai demandé de venir, et il a plongé la tête la première aussi. On a nagé jusque tout au fond. Nous sommes restés dans le lac un bon moment, avant de remonter. Nous étions trempés. Quand nous sommes remontés, nous étions trempés sur les draps du lit. On était trempés sur les draps du lit. Je me suis couché. Et ensuite, je me suis relevé. Je suis parti prendre une douche. Encore une fois trempé, à cause de l'eau de la douche. Je me suis séché avec un essuie. Juste les épaules, le dos et les cheveux. Ensuite, je me suis couché sur le lit. Les draps étaient trempés. Nelly, à côté de moi, lui, prenait encore sa douche. Il s'est séché complètement et m'a serré contre lui. J'étais trempé et je l'ai regardé. Nous nous sommes, nous nous sommes lentement endormis. Ce jour-là, nous nous sommes réveillés l'après-midi. L'après-midi, je lui ai montré dans la forêt. Nous avions été dans la forêt et l'après-midi, je lui ai montré dans la forêt là où j'avais dû accomplir le funeste destin de cette petite biche dont je lui ai abrégé ses souffrances. Je lui ai montré l'exact endroit. Je lui ai montré l'exact endroit où je l'ai trouvé. Le vieux mur, la racine et aussi le morceau de verre étaient encore là. Tout, tout y était, même les traces de sang sur le morceau de verre et sur la racine. Je lui ai dit que c'était ici que je l'ai trouvé, et que sa blessure, sa plaie ouverte, sa plaie profonde, était beaucoup trop endommagée par le morceau de verre, et qu'elle avait sûrement essayé de se dégager pendant longtemps, et le morceau de verre avait dû entailler et frotter la chair et entailler des morceaux à l'intérieur, des morceaux de chair, des morceaux d'intestin, des morceaux d'organes, des morceaux d'intestin, des morceaux d'estomac. Elle était beaucoup trop endommagée pour pouvoir continuer à vivre. J'ai regardé sa plaie, j'ai mis mes mains dans sa plaie, et ensuite je lui ai tordu le cou. Je l'ai regardé, je l'ai tenu. Je l'ai tenu un petit temps près de moi. Et là, je suis parti. J'ai vu que quand je me suis retourné, tu me regardais avec un air triste. Je lui ai dit, je t'ai dit en te regardant, ah ça va, prends pas ton air si triste, c'est la nature. Tous les jours, des animaux vivent et meurent par la loi de la nature. Tous les jours, les animaux vivent et meurent. C'est ce qu'on appelle la loi du plus fort. Si tu regardes bien autour de toi, les grands arbres vont plus haut que les petits arbres. Si tu regardes bien autour de toi, les petits animaux se terrent dans les trous. Et les animaux les plus dangereux, qui sont voire même encore plus petits que ces petits animaux qui se terrent dans les trous, se terrent dans les mêmes trous. Si ça se trouve, en dessous d'un arbre, en ce moment, entre deux racines, il y a un combat entre un serpent il y a un combat entre un serpent ou une couleuvre et un lapin pour partager le même trou, pour partager le même terrier. Et ça, c'est tous les jours comme ça dans la nature. Je ne peux pas manquer un seul accident chaque fois que je sors avec le 4x4 et que je m'arrête en pleine forêt. Chaque jour, je sais que je vais trouver un animal blessé. Un lapin, un chevreuil, peu importe. Je le sais. C'est comme ça, c'est la nature. Le soir, je suis rentré, j'ai allumé un feu. On s'est alors tous les deux mis dans le fauteuil. Et tu m'as demandé si ça me blessait de trouver tous les jours un animal mort ou blessé. J'ai dit que non, pas particulièrement. Parce que comme mon chien est mort, ça me rappelait un peu les longues promenades que je faisais avec elle. Et comme elle est morte et que tous les jours je vois des animaux morts, ça me la rappelle.
Donc quelque part, même si ça a l'air sordide dit comme ça, que ça a l'air moche dit comme ça, quelque part ça me rappelle un peu Kenna. Parce que tous les jours j'ai l'impression d'être au milieu des morts, au milieu des cadavres. Quelque part j'ai l'impression d'être avec elle. Comme si elle était encore en vie et qu'elle me montrait depuis simplement le paradis. Qu'elle me montrait depuis le paradis auquel elle est montée. Ce qu'elle a subi, ce qu'elle a vécu. Tous ces cadavres me rappellent un peu elle. J'ai finalement arrêté de parler parce que j'ai levé les yeux, j'ai regardé le plafond, j'ai regardé le lustre, et j'ai dit, ça devient sordide, j'arrête de parler. Tu m'as alors, tu m'as alors encouragé à continuer à parler, et j'ai dit, oui, en fait, c'est ça, c'est vrai, ces cadavres me la rappellent, elle. Elle était toujours occupée à chercher des, Elle était toujours occupée à chercher des animaux ou à aboyer sur des animaux. Quand je la voyais, Quand je la voyais et qu'on se promenait, qu'on faisait de longues promenades en forêt, on passait par les sentiers et elle creusait dans des trous qui étaient déjà creusés, des terriers de lapins, des terriers de taupes, ou alors des chevreuils, dès qu'elle voyait une oreille bouger, dès qu'elle voyait une branche tomber, ou dès qu'elle voyait un cerf qui bougeait la tête ou qui tournait ses bois. Dès qu'elle voyait un cerf qui tournait la tête et que ses bois tournaient, qu'on pouvait imaginer de loin comme les branches d'un arbre, elle aboyait. Souvent, elle partait en courant. Elle- Souvent, elle partait en courant parce qu'elle avait entendu un bruit. Ce devait être son instinct de survie ou son instinct animal. Elle avait entendu un bruit et j'allais la récupérer. Quelques mètres plus loin, quelques centaines de mètres plus loin, j'allais la récupérer. Et elle était exténuée au bord d'un arbre. Souvent, à côté d'elle, je trouvais un cadavre. C'était sûrement l'odeur qui l'avait attirée. Et je la regardais, je restais là à côté d'elle, à côté du cadavre qu'elle avait trouvé. Une petite souris, un petit lapin mort, avec le cou tordu, ou alors même le cadavre énorme d'une biche, au pied d'un arbre. Peu importe, tous ces cadavres me rappellent Kenna, ce qu'elle faisait quand je la promenais pendant très longtemps.